Vêtu d'un uniforme militaire, un bâton de marche à la main, le président Yoweri Museveni s'est rendu ce dimanche sur l'autre rive de la Soumé, où se trouvent les vestiges du village de Wangenwa, détruit jeudi dernier par des rochers emportés par les flots le long de la rivière. Après avoir visité les lieux dévastés, le chef de l'État ougandais s'est adressé à plusieurs centaines d'habitants, dignitaires locaux et volontaires de la Croix-Rouge dans le village de Bukalasi où de nombreuses victimes ont été transportées dans un centre de soins. Nous avons dit de laisser 50 mètres de chaque côté de la rivière, mais les autorités locales ne l'ont pas mise en œuvre. Les gens ne sont pas sensibilisés non plus et nous finissons par perdre des gens dans cette situation. Bâtir près des rives d'un cours d'eau ou près de la falaise, c'est très dangereux. La solution à long terme est de s'assurer que les personnes qui se trouvent dans des zones très dangereuses soient relogées ailleurs, afin qu'elles puissent s'éloigner de ce danger imminent qui peut arriver à tout moment. Plus de 850 personnes ont dû quitter leur domicile à cause de la catastrophe. Le Premier ministre Ruakana Rungunda, qui a annoncé que les recherches de victimes se poursuivent, a revu ce dimanche le bilan du désastre à la hausse. 43, c'est le nombre de morts, mais ils en cherchent encore plus au cas où. Nous espérons qu'il n'y en a aucune autre, aucune qui n'ait pas encore été comptée, mais nous n'excluons pas cette possibilité. Le précédent bilan faisait état de 41 morts et d'un nombre indéterminé de personnes portées disparues. En mars 2010, au moins 100 personnes avaient été tuées dans cette région montagneuse, située à la frontière entre l'Ouganda et le Kenya et qui est une zone à haut risque de glissement de terrain. 6e congrès extraordinaire du PDCI. Les assises prévues pour ce lundi à Daoukro interviennent au lendemain d'élections locales tendues et alors que la rivalité avec son ex-allié du RHDP est à son paroxysme. Le congrès du parti est également traversé par des dissensions internes et la fronde d'une partie des cadres restés favorables à l'adhésion au parti unifié avant 2020. Baptisé Congrès de la stabilité et de la clarification par ses organisateurs, ces assises se tiennent dans un climat d'incertitude pour le PDCI qui, comme les autres forces politiques, ne connaît pas encore les résultats officiels complets. Toutefois, les résultats partiels montrent que le parti d'Henri Konan Bédié réussit pour le moment à se maintenir. La rivalité avec l'ex-allié RHDP sera donc au cœur de ce congrès, vu le climat de tension qui prévaut autour des municipales dans un certain nombre de communes comme le Plateau. Début octobre, le PDCI avait d'ailleurs exclu temporairement de ces instances une vingtaine de ses cadres jugés trop proches de la coalition au pouvoir. Des cadres qui, pour certains, ont été élus samedi sous la bannière RHDP, parfois contre le PDCI, et dont l'exclusion définitive devrait être examinée lors des assises de ce lundi. C'est vendredi matin, le palais de la justice est encore déserti. Cela fait 2 semaines que le tribunal tourne au ralenti. Greffiers et personnel administratif sont en grève depuis le 1er octobre. Aucun service n'est assuré. Théodore et sa femme sont venus chercher l'acte de naissance de leur fille, mais ils repartent sans le document. Ça nous pénalise parce que déjà c'est une journée de perdu et puis encore il faut payer le transport 2 fois. Et ensuite encore se réveiller, revenir, on ne sait pas s'ils seront en grève de nouveau. Donc ça fait la 2e fois qu'on vient, on ne sait pas la 3e fois si ça va marcher et combien de temps ça prendra aussi. En cause de cette grève, le personnel de la justice dénonce les promesses non tenues par le gouvernement sénégalais, notamment sur la hausse des salaires. C'est la grève la plus longue dans le secteur de la justice. Pour l'heure, aucune rencontre n'est prévue entre les deux parties et les 1300 travailleurs de la justice sur l'ensemble du territoire ne sont pas prêts à lâcher le bras de fer. Nous nous attendions à ce que la fin du mois passé, à ce qu'il y ait une augmentation des indemnités, mais à notre grande surprise, rien n'a été fait. Les gens sont révoltés de savoir que de l'argent a été, une enveloppe a été prévue par la loi de finances, votée à l'Assemblée nationale, et que les gens ne veuillent pas procéder à l'exécution de cette loi. Contactés,
Les autorités judiciaires n'ont pas pu s'exprimer, mais le ministre de la Justice en déplacement s'est dit ouvert au dialogue. Il a quand même affirmé qu'il y aura une ponction sur le salaire des grévistes. La situation risque de perdurer. Les travailleurs de la justice expliquent que la grève pourrait se poursuivre toute cette semaine. Une statue de 5 mètres de haut, un bronze en ronde-bosse, sera érigée sur une superficie de 4 hectares au siège du Conseil national de la Révolution, où le président Thomas Sankara a été tué par un commando le 15 octobre 1987, lors du coup qui avait porté au pouvoir son compagnon d'armes Blaise Compaoré. La première pierre de ce monument à la mémoire de celui qui est surnommé le père de la révolution burkinabé a été posée lundi à Ouagadougou, 31 ans, jour pour jour après son assassinat. Selon le président du comité international mémorial Thomas Sankara, le colonel Bernard Sanou, le monument permettra à tous ses héritiers d'avoir un lieu de rencontre, d'inspiration, de ressourcement de l'idéal du président Thomas Sankara afin de continuer à oser réinventer l'avenir. Aujourd'hui, les héritiers, amis, sympathisants de la nation tout entière veulent le faire renaître de ses cendres. Et où, sur le site du Conseil de l'Entente, où un jeudi dans l'après-midi, il est sorti de la salle de réunion à côté, les mains en l'air, et il a été fauché par des balles assassines et traîtresses. Cet espace constituera un environnement assaini et de créativité ouvert à tout homme épris de paix, de fraternité et d'amour, d'où pourront être engagés les luttes pour des combats nobles et justes, présents et futurs. Plusieurs centaines de personnes, dont des membres du gouvernement, ont assisté à la cérémonie, suivie d'une procession jusqu'au bâtiment Burkina devant lequel le président Sankara a été abattu. Essayer d'une certaine façon de garder la mémoire de l'homme dans ce temple, parce que nous voulons que ce soit un temple. La symbolique, c'est là où on a voulu tuer l'homme et ses idées, et bien que cet homme-là renaisse au même endroit, avec les idées encore plus grandes. C'est ce que nous voulons pour le capitaine. Sur son compte Twitter, le président burkinabé Roch-Marc Christian Kabore a pour sa part réitéré son engagement à œuvrer pour l'aboutissement de la justice dans le dossier de l'assassinat de Thomas Sankara. Les images montrent plusieurs wagons couchés sur le flanc, près d'un pont en rase campagne, avec la locomotive apparemment pulvérisée dans l'accident. Le conducteur du train serait mort dans l'accident, selon plusieurs sources. Ce train de passagers qui a déraillé ce mardi au Maroc a fait 6 morts et 86 blessés, selon un bilan officiel communiqué sur place à la presse. Le déraillement est survenu à une vingtaine de kilomètres au nord de Rabat, la capitale, au niveau de la commune de Sidi Bouk Nadel. La direction générale de la compagnie ferroviaire de l'ONCF, qui a fait savoir que les 86 blessés étaient dans un état grave, a également annoncé l'ouverture d'une enquête afin de déterminer les causes de l'accident. Des images spectaculaires de l'accident survenu vers 10h GMT tournent en boucle sur les réseaux sociaux qui sont très virulents contre la compagnie ferroviaire de l'ONCF. D'après un communiqué du cabinet royal, le roi a décidé de prendre en charge les frais d'inhumation des victimes et les blessés seront évacués vers l'hôpital militaire de Rabat sur instruction royale. Le changement climatique prend de l'ampleur de par le monde. Et parfois, ce sont des actes quotidiens innocents qui accentuent le mal. C'est ainsi que la consommation de la viande contribue à la production de gaz à effet de serre. A priori, on pense que lorsqu'on parle de changement climatique, il n'y a pas de rapprochement. Mais si on se réfère au réchauffement climatique, qui est surtout dû au gaz à effet de serre, et que le méthane est un gaz à effet de serre 20 fois supérieur au CO2, on va vraiment se poser la question, on se rend compte que réellement la production de la viande à outrance peut entraîner, tu vas avoir des dommages sur l'environnement à travers les changements climatiques. C'est surtout à partir de l'élevage des bovins. Les bovins, en broutant l'herbe, dégagent beaucoup de méthane. Et ce méthane
Lorsque vous tuez les bœufs, ce méthane est envoyé directement dans l'air. Donc toutes les fois que nous abattons les bovins, les bœufs, nous envoyons une grande quantité de méthane dans l'air. Alors cela ne s'aperçoit pas tellement au niveau de ceux qui font l'élevage un peu individuel et isolé. C'est surtout là où nous avons l'élevage groupé à l'échelle industrielle, où vous avez des bœufs à perte de vue. Donc toutes ces zones-là ne font que dégager de méthane, et ces méthanes-là réchauffent le climat et ça entraîne des dommages sur l'environnement. L'atmosphère n'est pas confinée à un seul endroit. Et lorsque le méthane s'élève dans l'atmosphère, ça se mélange. Donc l'effet serait très concentré sur la zone, mais ça se répand sur toute la surface de la Terre. Cette révélation suscite de nombreuses interrogations. Devrions-nous arrêter de consommer de la viande de bœuf, par exemple? Il pourrait être plutôt question de revoir les modes de vie et d'alimentation. Sébastien Adjavon ne sera pas une fois encore présent à son procès ce jeudi. C'est ce qu'a annoncé dans un communiqué publié ce mercredi l'un de ses avocats parisiens, Éric Dupond-Moretti, qui justifie cette absence par le fait que la procédure est entachée de graves irrégularités. Il a en revanche donné mandat à ses avocats qui dénoncent les atteintes de ses droits et les manquements au procès équitable qui entachent d'ores et déjà l'entière procédure. Le 4 octobre dernier, les juges avaient déjà refusé à la défense le droit de le représenter en son absence et de prendre la parole avant de renvoyer l'affaire au 18 octobre. En octobre 2016, l'opposant politique et homme d'affaires avait été arrêté après la découverte d'environ 18 kg de cocaïne dans un conteneur destiné à l'une de ses sociétés. Il avait été relaxé quelques jours plus tard, faute de preuves et au bénéfice du doute. Cette relaxe n'a fait l'objet d'aucune procédure en appel, mais Sébastien Adjavon a été convoqué le 4 octobre pour la même affaire devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, un tribunal spécial créé fin août. La défense estime que ce nouveau tribunal n'est pas une juridiction d'appel et n'est donc pas compétente pour juger cette affaire. Les élections zimbabwéennes ne semblent pas avoir rempli les critères internationaux de transparence, à en croire l'Union européenne. Outre le manque de transparence et d'impartialité, ainsi que plusieurs irrégularités observées, le chef adjoint de la mission des observateurs de l'Union européenne a également dénoncé la mort tragique le 1er août de 6 manifestants à Harare à la suite d'un recours excessif à la force de la part des forces de sécurité. Les observateurs ont aussi estimé que les arrestations d'opposants, les descentes de police dans les bureaux de l'opposition et la confiscation d'ordinateurs juste après les élections étaient aussi destinées à affaiblir l'opposition. D'où l'ouverture d'une enquête sur les violences post-électorales. Our tasks will be as follows. 1. Nos tâches seront les suivantes. Enquêter sur les circonstances qui ont conduit aux violences post-électorales du 1er août 2018, identifier les acteurs et leurs dirigeants, leurs motivations et les stratégies employées par les manifestants. Enquêter sur les circonstances qui ont nécessité l'intervention de l'armée pour aider au maintien de l'ordre public. Involvement of the military in assisting in the maintenance of law and order. Les scrutins du 30 juillet étaient les premiers organisés au Zimbabwe depuis la chute du président Robert Mugabe en novembre 2017. Au pouvoir depuis lors, Emmerson Mnangagwa a été élu dès le premier tour de la présidentielle avec 50,8% des suffrages. Son principal rival, Nelson Chamisa, du mouvement pour le changement démocratique, MDC, a été crédité de 44,3% des voix, mais a dénoncé les fraudes et des irrégularités. La justice a rejeté son recours en annulation du scrutin, mais il continue à se considérer comme le vainqueur.